Après le succès des 2 premières éditions, je suis ravie de t'annoncer que le sommet des professionnels du bien-être mieux-être revient dès les 26 et 27 septembre prochains. Réserve tout de suite ces 2 dates dans ton calendrier, car ces 2 jours promettent d'être riches en apprentissage, en conseils et en inspiration. Accessible en direct depuis le confort de ton canapé, rejoins-nous pour des conférences et des ateliers animés par des dizaines et des dizaines d'experts qui partageront avec toi leurs meilleurs conseils et stratégies pour développer ton activité bien-être mieux-être. Que tu sois au début de ton aventure ou bien déjà installé, le sommet est entièrement conçu pour te soutenir et t'aider à propulser ton activité vers de nouveaux horizons. Nous avons concocté un programme varié et enrichissant, couvrant des thématiques essentielles pour ton développement professionnel. Pour en savoir plus et t'inscrire, rendez-vous sur copleny.fr. Encore une fois, c'est les 26 et 27 septembre, en live et directement chez toi. Ne loupe pas cette opportunité unique de transformer ton activité. Salut les amis, j'ai une super méga nouvelle à partager avec toi aujourd'hui. Le challenge Copleny 7 jours est officiellement lancé. Pendant une semaine entière, je vais être là, à tes côtés, pour te guider vers la réussite de ton activité bien-être mieux-être. 7 jours, 7 actions concrètes pour donner un coup de boost magique à ton activité. Alors si tu te sens prête à relever le défi, à faire grimper d'un cran ton activité et à voir ton agenda se remplir de belles opportunités, il te suffit de faire un tour sur copleny.fr/challenge pour t'inscrire. C'est gratuit, ultra motivant et c'est vraiment le moment parfait pour transformer ta passion pour le bien-être et l'humain en succès et te permettre d'enfin atteindre la liberté que tu désires. Ne laisse pas passer cette chance. Rejoins-nous pour le challenge Copleny 7 jours. Rendez-vous sur copleny.fr/challenge. Je veux vivre pleinement de mon activité. Je veux être libre. Je veux vivre en abondance. Je veux me sentir légitime. Je veux aider un maximum de personnes. Je veux apporter du bien-être au plus grand nombre. Je veux avoir des résultats rapides. Je veux que les gens reconnaissent mon super pouvoir. Je veux avoir un impact positif sur le monde. Mais au fait, comment on fait pour arriver à tout ça ? Bienvenue sur Wellness Impact, le podcast dédié aux entrepreneurs du bien-être et du mieux-être. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je reçois Léa Koutaï, fondatrice et dirigeante du Yogascope. Léa a créé sa boîte il y a maintenant 4 ans, un peu comme moi, et elle connaît vraiment le succès qu'elle mérite. J'ai voulu l'inviter parce qu'elle a une véritable expertise en matière d'entrepreneuriat et notamment sur une question que vous me posez très régulièrement. Comment être plus organisé ? Comment prioriser ? Comment ne pas être submergé par tout ce qu'on a à faire lorsqu'on est à son compte ou chef d'entreprise ? Pas simple en effet quand on est seul dans son activité ou qu'on a vraiment une toute petite équipe et qu'on gère 1 milliard de choses à la fois. Alors avec Léa, on a parlé d'équilibre vie pro, vie perso, de comment faire en sorte de garder du temps pour soi et surtout de sa nécessité. Léa vous donne aussi de nombreuses clés pour ne pas vous laisser submerger et garder le contrôle total de vos temps off. On a parlé de beaucoup d'autres sujets au final qui concernent la vie d'entrepreneur et celle de Léa. Je suis certaine que cet épisode pourra vous apporter des clés pour rendre le temps au temps et surtout pour être épanoui dans sa vie pro et perso et dans sa passion, tout en ayant 1 milliard de choses à faire. Je vous laisse avec notre échange. Salut Léa. Salut Léa. Ça c'est une bonne introduction à un podcast. Kick-off, ouais. C'est la première fois que ça m'arrive. Ah, moi aussi, pareil. Juste avant, on était en train de parler de notre prénom et de notre signification. On n'avait pas du tout les mêmes. Ouais. Écoute, et on s'est mis d'accord sur le fait qu'on préférait la mienne, je crois. Je suis d'accord avec toi. Je préfère largement la tienne. Donc Léa, Lyon, voilà. Voilà, on va partir là-dessus. Bon, je suis ravie que tu sois sur mon podcast, Léa. Donc, on va parler de toi, de ton parcours, du Yogascope aussi. Oui. Et puis, on va parler un petit peu plus en détail de comment on s'organise, comment on garde ses temps off précieux pour soi, comment on fait pour s'organiser efficacement. Et je sais que tu as énormément de conseils à transmettre sur ce sujet-là, qui est un peu ta spécialité. Donc, on va essayer d'y répondre, en tout cas, dans cet épisode. Ouais, bah écoute, avec grand plaisir. Avec grand plaisir pour partager
et donner. Alors, j'ai des grandes notions parce que j'ai eu beaucoup de choses à m'appliquer et puis parce qu'il a fallu que je me cadre un peu moi-même dans la création et l'évolution de la société. Mais je suis hyper contente de pouvoir partager ce que j'en sais, en tout cas, avec d'autres et avec toi. Eh ben, c'est parti. Alors déjà, avant qu'on parle de conseils et tout ça, est-ce que tu peux un petit peu te présenter, nous dire qui tu es, ton parcours? Ouais, bien sûr. Donc, je m'appelle Léa Koutaï. J'ai 34 ans dans un mois. Je suis la fondatrice et la dirigeante du Yogascope, qui est une agence de voyage spécialisée dans les séjours haut de gamme autour du yoga, du bien-être, de la méditation et d'un mode de vie holistique. On organise également, en parallèle des retraites qui sont vraiment les voyages pour des clients particuliers, on organise aussi des co-living autour du bien-être. Donc ça, c'est vraiment je dirais, à mi-chemin entre une retraite de yoga et un espace de coworking. Il faut vraiment le voir comme ça. On met en place avec des lieux partenaires des plages, des périodes d'accueil durant lesquelles les gens viennent télétravailler. Alors ça peut être autant des entrepreneurs que des chefs, que des chefs d'entreprise, que des particuliers qui sont en télétravail. Ou des petites équipes qui viennent se retrouver et qui du coup viennent passer du temps en pleine nature, télétravailler dans un cadre qui les change de leur appartement et pratiquer le yoga tous les jours, matin et soir. Et ils viennent se faire dorloter pendant qu'ils sont occupés à être le plus créatif et le plus productif possible. Et puis on organise aussi des événements, on travaille aussi avec des marques sur le lancement de leur propre stratégie autour du bien-être, C'est génial. des hôteliers, ce genre de choses, voilà. Ah oui, t'as beaucoup d'hôteliers, t'as quoi comme boîtes qui font appel à tes services? Écoute, j'ai de très jolies boîtes. Celle qui est officielle pour le moment, c'est Iconic House. Je sais pas si ça te parle. Ça me parle. Ça me parle. C'est une société qui a été fondée en partie par Thibaut Elzière et qui, en fait, c'est des très très belles maisons qui accueillent alors autant des comex que des particuliers, mais c'est qui sont en location et qui ont un service presque, je dirais, hôtelier sur place. Mais par contre, c'est une maison que tu privatises, donc tu peux vraiment venir soit avec tes amis, soit avec tes collègues. Et nous, on s'occupe de toute la stratégie yoga, bien-être de ces lieux-là. Il y en a 3 ou 4, je ne sais plus exactement. Et puis, on a de nouveaux partenaires qui débarquent pour 2023. Mais pour le moment, j'en parle pas parce que c'est encore au stade embryonnaire. Mais c'est une très, très belle marque. Donc, je suis hyper heureuse. Trop, trop bien. Et ce que je vois aussi, c'est que ces partenariats, ces marques qui font appel à vos services, ça veut dire que quand même le bien-être est une priorité aujourd'hui pour ces boîtes-là. Est-ce que je sors un peu du cadre, mais on est aussi là pour parler de ça. Le bien-être aujourd'hui, c'est un sujet de fond. Pour moi, c'est une tendance, mais de fond. Est-ce que tu le vois, toi, à travers à travers le Yogascope et tes services? Est-ce que tu vois qu'il y a de plus en plus de marques qui mettent le bien-être au service de leurs collaborateurs, ou en tout cas qui veulent en apporter? Écoute, je pense que c'est le cas, et tant mieux, j'ai envie de te dire, parce qu'on revient de loin. Je pense que le Covid a eu plein d'effets néfastes à bien des égards, mais il a aussi eu des effets très positifs, je dirais, sur des tendances de fond, justement. Et effectivement, on a de plus en plus d'entreprises qui viennent nous chercher et qui cherchent à repenser un petit peu comment dire, leur relation au bien-être de leurs salariés et l'importance que la qualité de vie au travail aujourd'hui doit avoir dans une entreprise qui va bien et qui fait du chiffre et qui est hyper efficace. Je pense que prendre soin de ses salariés et faire en sorte qu'ils soient bien dans leur vie, dans leur basket, c'est se donner des ailes d'un point de vue RH et donc d'un point de vue objectif chiffré, si jamais c'est la visée finale d'une entreprise. Donc, je pense que c'est clairement un enjeu de taille qui a été soulevé et c'est chouette que ça se déploie. Je pense qu'il y a de belles opportunités à venir. Ouais, c'est chouette. Enfin, je suis super contente pour le Yogascope. Moi, alors, j'ai connu Léa parce que je connaissais le Yogascope. En fait, pour tout vous dire, je cherchais une retraite de yoga.
et je suis tombée sur le Yogascope. Je me suis intéressée à Léa et ensuite, de fil en aiguille, Léa est devenue coach pour notre programme, la Wellness Impact Academy. Et je savais que Léa avait plein de trucs à raconter, à dire, surtout sur le sujet de l'organisation qu'on va traiter aujourd'hui. Donc, longue vie au Yogascope. Merci. Alors, ici, tu sais que tu es écoutée par des entrepreneurs du bien-être. Alors, quand je parle d'entrepreneuriat, c'est aussi bien des boîtes comme la tienne ou d'autres qui sont dans le secteur, mais aussi des praticiens et des coachs comme des sophrologues, des naturopathes. Comment tu définirais, toi, pour toi, c'est quoi être un entrepreneur du bien-être ? Écoute, je pense que la première chose pour moi, c'est que tu peux pas travailler dans ce milieu-là sans être passionné. J'ai jamais rencontré un seul entrepreneur, que ce soit un freelance qui travaille pour lui ou un chef d'entreprise qui travaille dans le bien-être, qui soit pas passionné par son sujet et qui ait pas envie de changer les choses. Ça m'amène au second point. Pour moi, être entrepreneur dans le bien-être, c'est être doublement un acteur du changement, un change maker, c'est-à-dire que un entrepreneur, de toute façon, c'est là pour remuer les choses et pour apporter quelque chose de nouveau sur la table de l'entreprise française, mondiale, etc. Mais je pense aussi qu'on a, en tant qu'entrepreneur dans le bien-être, il y a aussi un enjeu qui est de fond, qui est de société, qu'on vient d'évoquer. Je pense qu'on a une responsabilité et il y a un réel engagement qui est de changer les choses profondément pour la société et d'apporter à sa façon, à sa manière, un angle de vue différent dans le monde. Je pense que, c'est peut-être un peu cheesy ce que je dis, mais moi, je suis absolument persuadée que, en tout cas, au Yogascope, on apporte aux gens beaucoup de bien-être et beaucoup de recul dans des situations, dans des moments où ça va pas forcément. On peut se dire que c'est juste des voyages et du yoga, mais en fait, les gens, quand ils partent, il y en a beaucoup qui arrivent, qui sont au bout du rouleau et qui repartent. Et franchement, je te raconte pas de bêtises. J'ai déjà eu plusieurs de mes clients qui me sont revenus en me disant, mais en fait, merci, vous m'avez sauvé du burn-out, quoi. Je pense qu'il y a aussi cette responsabilité-là, et c'est aussi ça qui fait que être entrepreneur, c'est difficile, c'est dur. C'est pas moi qui vais te l'apprendre. Il y a des moments où c'est vraiment c'est les montagnes russes dans ton cœur, dans ton ventre, dans ta tête. Mais on a une tellement belle mission que, en fait, ça doit porter tout le reste. Et c'est là où je te dis que tu peux pas ne pas être passionné par ton sujet quand tu entreprends dans cette industrie. Et puis enfin, je dirais que pour moi, être entrepreneur dans le bien-être, ça doit être... Du coup, ça ne te laisse pas la possibilité de faire autrement que... Il y a un dicton, alors en anglais, je l'ai trouvé en anglais, mais je l'ai pas traduit en français. Bref, je suis désolée, je vais faire ma Mia Fry. C'est practice what you preach, tu vois. C'est le fait de prêcher la bonne parole, mais en fait, c'est à toi le premier de le mettre en action et de le mettre en pratique. Je pense que les entrepreneurs, beaucoup d'entrepreneurs que je connais, respectent pas leurs limites, du moins au début, vont hyper loin parce qu'il faut faire avancer la boîte, il faut que ça décolle, il y a des objectifs. Et puis à un moment donné, il faut aussi faut que ça parte parce que sinon, faut y aller, quoi. Faut pas avoir peur de se lancer. Mais le problème, c'est que souvent, on a tendance un peu à s'oublier. Et je pense que quand on travaille dans cette industrie, en fait, on passe tellement notre journée à répéter à tout le monde: prenez soin de vous, faites un pas de côté, prenez du temps pour vous, etc. Que, en fait, il faut pas qu'on soit les cordonniers les plus mal chaussés. Ouais. Et il faut vraiment se l'appliquer à soi-même. Et je pense que ça commence par là, que de bien s'organiser, parce que, en fait, c'est la visée derrière tout ça. L'objectif de l'entrepreneuriat, c'est, moi je trouve, comme dans tout métier, c'est de travailler, de travailler pour vivre et non pas de vivre pour travailler. Et donc, dans ce sens-là, si on veut s'appliquer cette méthode-là, en fait, il faut trouver les moyens pour se donner du temps et prendre soin de soi. Et dans ces cas-là, être cohérent avec le message qu'on va venir
transmettre à ses clients, en fait. Je pense qu'on peut pas être convaincant si on n'est soi-même pas convaincu. Et si jamais on est sur un rythme de vie d'enfer, qu'on prend pas soin de soi, qu'on fait pas attention à son équilibre mental, physique, etc., en fait, c'est impossible d'être aligné avec le message qu'on va venir apporter. Et les gens le sentent et ils sont tout simplement pas par raccord, en fait. Et ça marche pas. Ouais, c'est pas. En fait, souvent, et surtout en ce moment, on me dit mais est-ce que prendre du temps pour soi, c'est pas une injonction? Ouais. Qu'est-ce que tu leur répondrais? Je sais pas. Qu'est-ce qui peut être plus important que de prendre du temps pour soi? Qu'est-ce qui peut être plus important que de vivre en fait? Ouais. En ce moment, c'est un peu le sujet. Chez moi, on en parle beaucoup, beaucoup. Désolée, je vais parler politique, mais la réforme des retraites, moi, j'en entends parler beaucoup. Alors, j'ai une famille qui est quand même relativement partagée, mais qui est quand même pas mal à gauche et qui me dit, mais ouais, mais en fait, les 65 ans, je vais pas revenir sur est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut pas, etc. Ça, moi, je suis pas politique, je m'en fiche. Mais j'ai entendu quelque chose dans la bouche de ma belle-mère la semaine dernière qui, en fait, est assez juste. C'est en repoussant la retraite à 65 ans, en fait, on va passer 3 ans de moins avec les siens, à prendre soin des siens et à prendre et à vivre, en fait. Parce que, bien évidemment, on va passer plus de temps au travail, mais on va passer moins de temps sur le temps qui va nous rester à vivre. Et je pense que quand on est entrepreneur, on a la chance, on a beaucoup de responsabilités. C'est très difficile, mais on a la chance de pouvoir se dire, OK, moi, cette semaine, je me suis bien organisée, j'ai un planning qui roule, et j'ai décidé que j'allais pas bosser les après-midi et j'ai aucun compte à rendre à qui que ce soit et je vais pouvoir en profiter, je vais pouvoir faire des choses pour moi. Et je pense que c'est hyper important de vivre à côté de la création de son entreprise parce que sinon, de toute façon, elle va finir par te bouffer. Et tu crois au concept équilibre vie pro, vie perso? Écoute, comme beaucoup de choses dont qu'on a un peu évoqué, je pense que c'est beaucoup lié au degré de maturation de ton entreprise. Je pense que de toute façon, la vie perso, c'est quoi? C'est la passion, c'est l'amour, c'est ce qui te fait vibrer. Quand tu lances une entreprise, d'autant plus quand tu lances une entreprise dans le bien-être, généralement, ta boîte, c'est ta passion. Donc en fait, ta boîte devient ta vie perso. Et ça, je sais pas si c'est une bonne chose, une mauvaise chose, mais moi, en tout cas, je suis rentrée dedans et j'ai plongé dedans pendant 2 ans et demi avec allégresse et aussi avec beaucoup de fatigue à la fin. Mais je pense qu'au début, ça dépend un peu de la structure que tu as. Ça dépend si tu as une boîte qui fonctionne tout de suite. Ça dépend si tu es une entreprise ou si tu es un auto-entrepreneur, auquel cas tu n'as pas les mêmes charges. Est-ce que ton entreprise, tu l'as fait tourner tout seul et donc du coup, ça repose sur tes épaules à toi? Ou est-ce que tu as des employés, mais du coup, il faut que tu puisses les payer à la fin du mois? Donc, en fait, pour moi, il y a plein de facteurs à prendre en considération. Mais je pense que l'équilibre, il vient avec le temps. Mais par contre, je pense qu'il ne faut pas attendre de repasser dans la vie perso pour vivre et pour kiffer. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu aimes ce que tu fais, du coup, la limite, elle devient fine, mais est-ce que c'est plus aussi dur que ça? Et je pense, en plus de ça, en toute franchise, qu'en tout cas, dans les premiers temps d'une entreprise, ton entreprise, elle fait partie de ta vie, elle est à la table le soir, elle dîne avec toi et ton mec. Quand tu vas te coucher, elle vient te border. Quand tu te réveilles, elle est là. Enfin, en fait, elle fait partie intégrante de ta vie perso. Mais ce qui est cool, c'est que je trouve qu'avec le temps et avec l'activité qui s'installe, etc., si jamais tu décides de faire ce pas de côté et de la mettre un peu à distance, ça devient possible. Et dans ces cas-là, tu peux récupérer une vie personnelle qui est un petit peu plus vide de ta vie professionnelle. Je trouve. Ouais. J'ai plutôt le même avis que Léa. Après, moi, je trouve que c'est un concept quand même. Et tu l'as dit parce que, en fait, ta passion, c'est ta boîte. Et donc, tu vas mettre toute ton énergie, tu vas déployer tes ailes, même soulever le monde s'il faut pour que ça fonctionne. Que tu sois auto-entrepreneur ou entrepreneur, au final. Parce que quand je pense à, je sais pas, une naturopathe qui s'est lancée il y a même un an, tu vois,
elle va tout faire pour y arriver et ça va un peu empiéter sur sa vie perso. Et c'est ce que tu as dit d'ailleurs. Et du coup, ça me fait penser à autre chose. Qu'est-ce que tu penses du fait que on parle d'empiéter sur sa vie perso? Est-ce que toi, Léa, tu te définis en tant que personne par rapport au Yogascope ou est-ce que tu as bien identifié le fait que tu as ton entreprise et tu as Léa et sa vie de l'autre côté? Et encore une fois, ça a été un peu progressif, je dirais. Je pense que mon identité et celle du Yogascope ont clairement fait fusion très très fort pendant 2 ans. 2 ans, 3 ans. Et là, les choses sont un peu en train d'évoluer et je pense que je commence à me redéfinir comme n'étant pas le Yogascope itself, tu vois. Mais je pense que ça a pris du temps. Maintenant, je pense aussi que on construit très fort, et ça c'est très honnête, hein, je suis hyper transparente avec ça, je pense qu'on construit très fort notre ego avec notre boîte quand on la lance. Et l'ego, on en dit ce qu'on veut, en yoga on essaye de s'en détacher, le fait est que malgré tout, c'est ça qui te définit, c'est ça qui te donne confiance en toi, c'est ça qui te protège. Exactement. Et oui, et je pense que dans les moments où le Yogascope n'allait pas bien et où il me fallait dire que le Yogascope n'allait pas bien, en fait, mon ego en prenait un énorme coup parce que, en fait, quelque part, c'est moi qui allais pas bien, tu vois. Et je pense que c'est un jeu qui est très subtil entre réussir à accepter le fait que ta boîte, c'est pas toi. Alors oui, tu lui as tout donné, mais il y a un moment donné où elle grandit aussi avec les gens qui viennent l'enrichir, qui viennent travailler avec toi. Aujourd'hui, ma boîte, c'est moi, c'est Romane, c'est Flavia. Tu vois, c'est pas que moi. Et je pourrais même te dire que c'est en grande partie aussi les profs avec lesquels je travaille, les intervenants qui viennent sur les retraites, parce qu'en fait, ils portent tous, avec leur identité et leur message, un petit morceau du drapeau du Yogascope, tu vois. Et bien sûr, c'est moi qui ai planté comment dire, le drapeau sur la lune. Voilà, c'est exactement. Non, mais c'est moi qui ai créé la maille, enfin, ou la trame, mais par contre, c'est eux qui sont venus l'agrémenter. Et je pense que, c'est à quel point tu as envie que ta boîte soit toi ou pas, tu vois. Je pense que c'est... C'est un vrai sujet de thèse en vérité. Complètement. Il y a un truc un peu malsain aussi, tu vois, voilà, là, on se regarde et on sait en fait qu'il y a un truc un peu. C'est difficile quand on débute de trouver cette limite, de pas se faire manger, de pas être happé par les émotions qui en fait émanent de ton business, donc de ta boîte. Je sais pas si c'est possible à vrai dire. Je sais pas. Enfin, moi j'ai aucun pote entrepreneur, sauf ceux qui sont multi-entrepreneurs, qui ont je ne sais combien d'investisseurs, qui sont, tu vois, qui ont vraiment, qui sont backés et qui ont surtout eu l'expérience de plein de crash de boîtes avant. J'ai aucun pote entrepreneur qui passe un mois tranquille et qui est tranquillou dans sa tête quand sa boîte va mal. Aucun. Et en fait, les ups et les downs, tu te les prends comme des portes de placard dans la tête et c'est à chaque fois la même chose. Et moi, c'est toujours le cas, même 4 ans plus tard. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand ça va bien, si tu me dis demain tout s'arrête, je te dirais c'est génial. En fait, franchement tout ce que j'ai réussi à faire de mes petites mains à moi, je suis trop heureuse et je serai trop satisfaite. Et même si ça termine demain, je serai heureuse du parcours. Mais la vérité, c'est que si ça s'arrête à un moment donné où ça va pas, ou que si tu me poses la question à un moment donné où ça va pas, je vais te dire, mais en fait, j'ai rien fait. J'ai réussi, je suis arrivée à rien. Et on est encore tellement loin de ce que je veux faire, on est encore tellement loin, etc. En fait, on a du mal, par moments, je trouve, à tu vois, à regarder par-dessus notre épaule et à se dire, putain, franchement, ce que t'as fait, t'as vu ce que t'as fait et parce que nous, on est devant. Ouais, c'est ça. C'est drôle. Ouais, c'est drôle. Pour parler d'organisation, j'aimerais bien savoir comment toi, Léa, dans ce tourbillon entrepreneurial, comment tu fais pour t'organiser,
Et puis pour faire avancer la machine, parce que souvent, moi, j'ai des questions comme ça qui m'arrivent. Et même, on m'a demandé d'avoir des sujets comme ça d'épisodes de podcast sur comment structurer, comment organiser toutes ces tâches, parce que en vérité, on fait 1 milliard de tâches, voire de métiers différents en une seule personne. C'est clair. Comment elle fait, Léa? Alors, déjà, le nombre de tâches a un peu évolué avec le temps. Je les maîtrise de plus en plus, et puis il y en a d'autres qui s'ajoutent, et puis j'apprends des choses. Je veux complètement je te rejoins complètement dans ce que tu dis quand tu dis plusieurs métiers et non pas plusieurs tâches, parce qu'en fait, quand tu montes ta boîte, t'es autant RH que comptable, que peut-être pas juriste, parce que tu te fais un peu entourer, tu vois, mais que tu vois, business développeur, que commercial, que marketeur. Enfin, tu vois, t'apprends vraiment plein de choses. Et c'est aussi ça qui en fait l'un des plus beaux métiers du monde, je trouve. C'est clair. Et la plus belle école du monde. Mais effectivement, il faut s'organiser parce que sinon, en fait, très vite, tu peux te retrouver un peu face à la montagne et tu sais pas par où commencer. Moi, je me souviens au tout début. En fait, encore aujourd'hui, on est en télétravail à 90% avec les filles. On travaille toutes à droite à gauche. D'ailleurs, on n'est pas toutes sur Paris. Mais au tout début, j'étais vraiment toute seule dans mon salon. J'avais ma coloc qui partait le matin pour aller travailler. Elle revenait et en fait, j'avais pas bougé de ma chaise. Parfois, j'avais même oublié de manger dans la journée. Et en fait, n'empêche qu'à la fin de la journée, j'avais quand même l'impression d'avoir rien fait. Ou d'avoir rien à, tu vois, de me dire, mais en fait, mais sur quoi t'as avancé ? Mais en fait, je sais, qu'est-ce que je fais ? J'envoie des mails à qui ? Mais tu vois, en fait, je pense surtout au tout début, t'es complètement paumé. Et plus le temps passe, et plus ça se structure, etc. Mais je pense, alors pour moi, j'ai identifié 3 grands axes qui sont nécessaires pour pouvoir t'organiser au mieux et te dégager du temps. Le premier, c'est planifier. Planifier et anticiper. Le deuxième, c'est prioriser. Et le troisième, c'est déléguer. Mais bon, je vais revenir un peu sur chacun d'entre eux parce que... Je veux bien. On va passer vite. Planifier, pour moi, ça implique que tu saches un petit peu où tu veux aller, mais du coup, ça t'oblige à poser sur la table, par écrit, une série d'actions, ou d'objectifs que tu te fixes et de te dire par quoi je commence pour y arriver. Planifier... Moi, j'ai 2 outils avec lesquels je travaille beaucoup, qui sont le batch planning et la méthode Pomodoro. Je ne sais pas si ça te, Pomodoro, ça te parle. Ouais, okay. Le batch planning, l'idée, c'est de te faire regrouper toutes les tâches qui se ressemblent dans un moment de la journée qui est le plus propice pour toi, Léa. Parce qu'en fait, on ne travaille pas tous de la même façon. Il y a des gens qui sont hyper... matinaux, ouais, qui vont avoir envie de faire des choses très très concrètes le matin et puis des choses beaucoup plus créatives et beaucoup plus dans la réflexion l'après-midi. Il y en a d'autres qui vont être hyper bavards et qui vont avoir besoin d'être dans l'échange et dans le contact à d'autres moments de la journée. Enfin voilà, je pense déjà il faut identifier à quel moment de la journée je suis le plus en matière, le plus en capacité de pouvoir identifier des trucs, enfin des actions que moi, dans lesquelles je me sens le plus à l'aise. Et ensuite, tu essayes de regrouper toutes les tâches que tu vas avoir à faire dans ces périodes de travail-là. C'est-à-dire que moi, je te donne mon exemple à moi, je sais que le matin, c'est le moment où j'écris le mieux. Je sais pas pourquoi j'ai l'esprit qui est clair, j'ai l'imagination qui fourmille. Si je dois écrire une newsletter ou si je dois écrire un article, je sais que c'est le matin que je vais y arriver le mieux. L'après-midi, je vais avoir tendance à être un peu plus... avoir un peu plus envie de me relâcher. Mais du coup, je sais que je suis beaucoup plus dans l'interaction. Je vais avoir beaucoup plus de facilité à avoir une longue conversation, à prendre le temps pour mon interlocuteur l'après-midi. Et donc, du coup, j'ai identifié que si j'ai des calls à faire avec des gens, que ce soit avec des prestataires, avec des interlocuteurs divers et variés, l'après-midi, c'est mieux. Et le matin, je vais être beaucoup plus dans la stratégie, la planification, etc. Donc, il y a déjà réussir à déterminer ce truc-là. Ça peut être la même chose avec la compta, ce genre de choses. Mais on y reviendra un peu après. Et la méthode Pomodoro, pour ceux qui ne le savent pas, c'est se mettre des plages horaires avec des pauses imposées. C'est-à-dire que, en fait,
ça vous oblige à presque à vous chronométrer dans vos actions. Mais du coup, en fait, vous êtes super concentré parce que vous savez que vous avez 1 heure, 1 heure et demie pour faire la série de tâches qui vient suite au batch planning. Vous savez que vous avez 1 heure, 1 heure et demie pour écrire, je sais pas, une newsletter, 2 articles, et qu'après vous allez faire une pause de 15 minutes. Et en fait, toute la journée va se découper comme ça. C'est-à-dire que toutes les heures et demie, vous allez prendre une pause et vous allez changer d'activité. Ça, c'est hyper important, je trouve, parce qu'en fait, ça permet au cerveau de rester alerte et de ne pas s'ennuyer dans le travail. Et ça, je pense que c'est hyper important, surtout quand on est entrepreneur, parce que on peut vite avoir l'impression d'être noyé sous des tâches un peu rébarbatives qui ne nous font pas plaisir, et alors qu'on pourrait très bien les jalonner de choses qui nous font beaucoup plus plaisir. Et tant pis si jamais la totalité de ce qui devait être fait en comptabilité n'est pas fait le lundi. Peut-être qu'on va le finir le mardi, mais au moins on aura fait aussi d'autres choses dans le même temps. C'est marrant, c'est exactement les... Alors, Pomodoro, ça, c'est sûr, c'est ce que je fais, où je mets pause. Pause dans mon agenda, il y en a partout. Pause, 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 pause. Okay. Bon, je t'avoue, je les respecte pas tout le temps. Mais la plupart du temps, oui. Et ta première méthode, je le fais aussi, en fait. Le batch planning ? Mais j'ai des couleurs, moi, dans mon agenda, en fonction des tâches. Et tu vois, je mets dans mon agenda, tac, 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 1 heure et demie de ça, 1 heure et demie de ça, vert, rouge, jaune... En réalité, ça permet de regrouper, même si tu ne traites pas du même sujet, ça permet de regrouper vraiment les activités ensemble de façon à ce que tu sois le plus efficace possible. Moi, je trouve que c'est pas mal. C'est lié au chronotype aussi, c'est ce que tu disais, plutôt le matin, l'après-midi, même la nuit pour certains. Non, c'est chouette, c'est une super astuce. Ensuite, prioriser. Prioriser. Alors moi, il y a une méthode qui plaît pas à tout le monde, mais que moi j'adore, qui est la méthode de la couleuvre ou la méthode de la grenouille, ça dépend. Tout le monde ne l'appelle pas pareil. Qui va te demander de commencer avec ce que tu aimes le moins faire. Et en fait, dans la journée, tu vas te lister avec une série de petits plus et de petits moins les trucs que tu aimes le moins faire aux trucs que tu aimes le plus faire. C'est-à-dire que tu vas commencer vraiment... Moi, je déteste la comptabilité. Je sais qu'il y a... Mais qui aime la comptabilité, Léa ? Les comptables. Ouais. Les comptables. Big up aux comptables. Ouais, c'est ça. Patrick, si tu m'écoutes, celle-ci, elle est pour toi. Les comptables. Ouais, globalement, moi, je sais que c'est vraiment le truc que je déteste le plus faire. Et je sais que c'est le premier truc que je vais faire. Alors, pas le lundi, parce que le lundi, c'est une journée où on est un peu dans l'échange, etc. Et puis, il y a le week-end qui vient de se terminer. Mais le mardi... 9h, je suis sur ma comptabilité. Et en gros, ça va permettre, en allant du moins kiffant au plus kiffant, d'avoir hâte que la journée avance. Et donc, du coup, de ne pas l'avoir passée. C'est-à-dire que si tu sais que tu vas te caler ce cours d'essai, alors moi, je parle pour moi, par exemple, cours d'essai avec une prof de yoga que tu connais pas encore, potentiellement que tu vas peut-être faire travailler en fin de journée, et tu sais que ta journée, à la fin, tu auras beau commencer par toute la comptabilité du monde, tu seras trop content qu'elle se termine parce que tu vas dire, oh là là, je vais profiter et je vais faire quelque chose qui me fait vraiment du bien. Donc ça marche bien en général. Moi, j'aime bien cette méthode-là. Et ensuite, la dernière chose, mais ça, je sais que c'est pas toujours possible pour tout le monde, c'est de déléguer. Ça prend un peu de temps. Si jamais tu es tout seul dans ton entreprise, c'est pas forcément possible. Si jamais ça l'est, tant mieux, il faut en profiter. Mais si ça l'est pas, il y a quand même des moyens de s'organiser. C'est-à-dire que il y a peut-être que ça aussi tu as entendu parler parce que c'est une méthode qui est assez connue, qui s'appelle la matrice d'Eisenhower. Ah bah oui. Et qui te... encore une fois, je donne les noms, les gens iront chercher par eux-mêmes. Enfin, vraiment, vous tapez matrice d'Eisenhower sur Google, vous allez très vite tomber dessus. En fait, ça permet d'identifier ce qui est urgent ou pas urgent et important ou pas important. Et il y a des choses qui sont urgentes et importantes, et des choses qui sont urgentes mais pas importantes. Et en fait, en fonction de ces degrés d'importance, ça permet de dire, ça, c'est urgent, mais c'est pas très important, donc je peux peut-être le déléguer, parce que finalement, c'est une tâche qu'il faut faire tout de suite, mais qui demande pas une réflexion monstre. Et donc, du coup, la personne qui m'assiste, par exemple, je sais pas si on parlait d'alternance un peu plus tôt, mais bon, voilà, stagiaire ou la personne qui travaille avec soi,
ça peut permettre de déléguer. Et puis, si jamais c'est pas urgent mais important, bah, peut-être que c'est ça, ce sur quoi il faut se poser et ce sur quoi il faut mettre son propre jus de cerveau. J'ai entendu un truc récemment de la part d'un autre entrepreneur que j'ai rencontré qui m'a dit on a décidé de ne plus être de ne plus nous mettre sur des tâches qui n'apportaient pas de valeur ajoutée, sur lesquelles on n'apportait pas de valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne consacraient leur temps qu'au développement de leur société. Mais parce qu'ils avaient déjà, je crois, 3 ans ou 4 ans d'activité, qu'ils avaient la possibilité de déléguer le ménage, les trucs chiants, mais bon, qui font vivre d'autres personnes, tu vois. Mais que eux, du coup, ça leur dégageait du temps pour être dans des choses qui sont vraiment hyper importantes, qui sont peut-être pas à faire tout de suite, mais qui, par contre, vont te permettre de faire grandir la boîte sur le long terme. Je pense aussi qu'on a tendance, et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup observé chez certains de mes confrères et consoeurs entrepreneurs, on a beaucoup de mal à déléguer. Je pense que c'est vraiment, vraiment une bêtise. Et je pense qu'on ne fait pas toujours exprès. C'est normal, c'est notre boîte, c'est notre bébé. Et puis, voilà, oui, effectivement, c'est notre responsabilité de la faire grandir et de faire en sorte qu'elle s'écroule pas. Mais je pense que investir les autres d'une mission, même si c'est une petite mission au début, et en fait, ça les investit tout court dans la société. C'est-à-dire que la confiance fait fleurir les gens. Moi, je le vois, on en parlait aussi un peu plus tôt, mais tu vois, les alternantes que j'ai eues avec qui ça s'est le mieux passé, elles étaient hallucinées par le degré de confiance et de responsabilité que je leur donnais. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, mais c'est complètement scandaleux, un alternant, c'est un étudiant, c'est pas quelqu'un en CDI, etc. Oui, mais bon, moi je pense aussi que quand on est en alternance, on est quand même un pied dans l'entreprise et on a un rôle dans l'entreprise. Bien sûr. En plus, surtout quand c'est une petite entreprise, tu vois. Je pense que et puis tu leur rends service. Oui, puis surtout ils apprennent. C'est ça. Et puis ils cherchent les réponses, ils essayent de, tu vois. Moi. À l'époque où j'étais étudiante et que je me retrouvais en stage, j'ai pas fait d'alternance parce que j'ai pas fait de parcours en alternance, mais j'ai fait beaucoup de stages. Et il y en a plein dans lesquels, mais c'était l'enfer, tu vois. On me donnait des choses hyper rébarbatives que tu vois, qui n'avaient strictement aucun intérêt, dans lequel j'avais aucune matière grise qui était sollicitée. On me demandait pas mon avis, on me demandait pas mon opinion, on cherchait pas à solliciter de moi autre chose que de la mise en application. Et en fait... Je connais. Je pense que tout le monde connaît. Je pense que tout le monde connaît. Et en fait, moi, avec les filles, quand elles ont chacune démarré, et Romane, la première qui est aujourd'hui en CDI, tu vois, après 2 ans d'alternance, qui est aujourd'hui en CDI avec moi, qui est mon premier CDI, je me suis vraiment dit, qu'est-ce que moi, j'aurais eu envie de faire et d'apprendre quand je démarre un poste, en fait. C'est que ça. Et qu'est-ce que surtout j'aurais pas envie de faire. Tu sais, au début, franchement, j'avais même du mal à lui demander de faire les choses que moi je faisais, parce que je me disais non mais en fait c'est pas cool, je peux pas lui demander de faire les sacs et d'envoyer les enveloppes, d'envoyer les goodies. Non, c'est vraiment c'est nul et tout. Il faut que ce soit moi qui le fasse. Je peux pas lui demander de faire ça et tout. Et puis un jour, j'ai commencé à me faire coacher. Et ma coach m'a dit mais elle sait, Romane, que si tu lui demandes de faire les goodies, ça te permet de te dégager du temps pour pouvoir réfléchir à toute la nouvelle stratégie de lancement de tel produit et que du coup, ça veut dire que l'entreprise, elle va grandir et que peut-être, in fine, Romane, elle va arrêter de faire les sacs et qu'elle va passer... bref, en fait, je pense que c'est l'importance de déléguer. C'est aussi crucial pour la personne qui est en face de toi parce qu'elle se sent considérée, elle se sent regardée et du coup, elle a envie de faire bien les choses que pour toi. Parce que en tant qu'entrepreneur, si tu délègues pas et si tu décides de tout faire toi-même, effectivement, comme tu dis, tu vas te faire bouffer par ta boîte et tu ne pourras jamais sortir la tête de l'eau. Parce que tout sera toujours important en fait. Tout sera toujours important, tout sera urgent. Et il faut vraiment se dire, à un moment donné, merde, on n'est pas en train de sauver le monde, tu vois. C'est clair. Et peut-être les gens, voilà. mais... ouais, les gens. Mais les gens. Mais les gens, mais bien sûr. Mais en fait, si jamais le séjour que tu prévois de lancer le lundi matin, il n'est pas lancé lundi matin et que ça attend vendredi, mais c'est pas un drame, tu vois. C'est clair.
Si le mail que tu avais prévu d'envoyer à la cliente qui est pas contente parce que ceci ou cela, tu l'envoies pas à 10h, mais tu l'envoies à 17h, par contre tu l'envoies hyper bien, etc. La cliente, elle accepte aussi, tu vois. Je pense qu'on vit dans un monde de l'instantané où on nous demande d'être constamment en réponse extrême. Et moi, tu vois, ça, c'est un truc que je me suis forcée à faire parce qu'au début, faut savoir quand même que le numéro de téléphone qui est sur le site internet, il est lié directement à mon portable. Et j'ai un portable où il y a ma puce pro, ma puce perso. Mhm. Et donc, à l'époque, je recevais des appels, enfin, je les reçois encore d'ailleurs, hein, des appels ou des textos à n'importe quel jour de la semaine et en pleine nuit parfois, tu vois, de gens qui ça me arrive. demandaient des trucs. Et en fait, je le faisais au début, c'était génial, ça m'excitait carrément. Je me disais, oh, c'est trop bien. Il y a des gens sur le site internet, tu te rends compte, c'est fou. Et puis en fait, au bout d'un moment, tu te rends compte quand même que ça bouffe beaucoup de ton temps où t'es pas supposé du tout penser au travail. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en suspens les notifications et les petites pastilles rouges sur mon application WhatsApp Pro et je coupe ma ligne, les appels. Enfin, je mets pas sur répondeur, mais par contre, je coupe les notifications d'appels sur ma ligne Pro à partir de 19h le soir jusqu'à 9h le lendemain et tous les week-ends. Et quand je rentre de week-end et que j'ai des messages, les gens, en fait, tu te rends compte qu'ils ont patienté. Et ils sont OK avec le fait de ne pas avoir une réponse tout de suite. Et ça, je pense que c'est un truc... je suis désolée, c'est très long tout ce que je suis en train de te raconter. Mais c'est très intéressant. c'est ma coach qui m'a dit ça l'autre jour. Et franchement, elle est vraiment brillante. Elle s'appelle Émilie Briand pour l'histoire. C'est pas un jeu de mots, mais elle est vraiment géniale. Et elle m'a dit un truc du genre, mais Léa, est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir si le fait... En gros, elle me demandait, est-ce que le fait de pas être indispensable à ta boîte, c'est pas ça qui t'emmerde? Tu vois? Belle question. Tu vois? En fait, est-ce que ne pas être dispo, c'est moins important ou plus important que le fait de pas être indispensable? Et est-ce que finalement, la raison pour laquelle tu te rends disponible à toute heure du jour ou de la nuit, c'est parce que ça te fait plaisir de te dire que tu es indispensable? Ouais, l'ego. On revient à Exactement. l'ego. Ouais. Et qu'est-ce que tu dirais aux entrepreneurs, plutôt des praticiens ou des coachs? Tu parlais de ta coach à toi. C'est dingue, on a tous des coachs. Hein. C'est ouf. C'est le nouveau prof de yoga. Non, mais c'est ça. Moi, j'ai une coach et peut-être aussi un prof de yoga, mais c'est exactement ça. Quand tu démarres, ou disons que tu as quelques années, 2, 3 ans en tant que, je sais pas, sophrologue, souvent, je conseille de déléguer, mais ce qu'on me répond, et j'aimerais bien avoir ton point de vue là-dessus, c'est mais Léa, j'ai pas d'argent moi pour déléguer, que ce soit pour déléguer mon site internet, pour déléguer mes réseaux sociaux, pour être coachée, tu vois, aussi être accompagnée. Ils me disent voilà, c'est un peu le serpent qui se mange la queue. J'ai pas assez de clients, donc j'ai pas assez d'argent, et puis du coup je peux pas investir pour déléguer. Est-ce que du coup tu vois? Moi, j'aurais tendance à dire que, encore une fois, c'est une question de priorisation, d'importance et de recherche enfin, je pense, moi, quand je me suis lancée, j'avais pas pu faire de prêt. J'ai financé ma boîte toute seule, donc j'avais pas beaucoup d'argent. C'était vraiment mes fonds propres, tu vois. Pour tout à fait transparente avec toi, j'ai lancé la boîte avec 7 500 euros. C'était le capital social de la société. C'était tout ce que j'avais dans ma poche. Et le site internet, je l'ai fait toute seule. Encore à date, aujourd'hui, c'est du homemade à 100%. Là, les réseaux sociaux, c'est pareil. Enfin, tu vois, maintenant, c'est Flavia qui poste. Mais pendant 2 ans et demi, j'étais toute seule à créer tous les posts, toutes les stories, etc. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est pas du tout pour dire, voilà, je tirer la couverture à moi, mais parce qu'en fait, moi, j'étais une totale newbie. C'est-à-dire que je ne connaissais rien au marketing digital, rien au web développement, ou rien. Enfin, tu vois, et je pense qu'en fait, il existe vraiment une myriade d'outils aujourd'hui dont il faut se servir, même si c'est temporaire, même si on fait juste la version d'essai, puis après on passe à autre chose, etc. Mais qui te permettent de déléguer à quelque chose de plus automatique que toi. Et je pense notamment, tu me parles des posts. Il y a plein d'applications qui existent aujourd'hui qui te permettent d'écrire toutes
tes posts de la journée, le lundi matin, quand t'es frais, dispo et que t'as les doigts qui picotent parce que t'as plein d'idées dans la tête, t'écris tous tes posts le lundi matin, tu choisis toutes tes images le lundi après-midi, tu planifies tout et tous les posts vont se poster pour toi tout au fur et à mesure de la semaine et t'auras pas besoin de t'en occuper. Il y a ça. C'est quoi le nom des applis ou une ou deux applis? Alors, cette application, en tout cas, s'appelle Later, mais peut-être que tu la connais déjà. Elle est assez connue. Après, tu as Canva, qui est, genre, je pense, la révolution quand tu en matière de graphisme. Ouais. C'est le graphiste qui sont pas contents, mais bon, en tout cas, ça simplifie quand même beaucoup les choses pour des petits posts, ce genre de choses. Ça ne remplace pas le travail professionnel d'un graphiste, je trouve, pour tout ce qui est identité visuelle, etc. Mais par contre, je trouve que c'est quand même d'une aide immense. Et après, je pense aussi que en fonction de ton degré, en fait, il faut choisir. Soit tu mets du temps dans ta boîte, mais du coup tu vas économiser de l'argent. Soit tu décides de mettre de l'argent pour t'économiser du temps. En fait, on en revient toujours à la même chose. Mais tu vois, moi, au début, j'avais pas une thune. Mettre 4 000 euros, 5 000 euros dans mon site internet, c'était complètement impossible. C'est-à-dire que c'était la totalité quasiment de mon capital social et du coup derrière je pouvais pas réserver une maison, je pouvais rien faire. J'avais plus rien. Donc je me suis dit non, en fait, je peux pas. Donc j'ai commencé à bidouiller sur Squarespace qui est notre fournisseur de site internet et en fait, de fil en aiguille, oui, c'est long. Oui, ça demande un petit peu de temps de te demander comment ça fonctionne, etc. Mais c'est hyper bien fait. C'est leur rôle de te simplifier la vie et de faire en sorte que tu puisses gérer ton truc toute seule. Donc, je pense qu'il faut... il faut réussir à identifier les points sur lesquels on a des forces et ceux sur lesquels on a des faiblesses. C'est-à-dire que si tu sais que tu as un œil hyper aguerri, que tu as déjà, je sais pas... Je dis des bêtises, que tu as fait des études dans la photo ou que tu as été amené à faire de la peinture étant plus jeune, etc. Tu sais que tu as déjà une petite sensibilité, une petite fibre graphique. Et donc, peut-être que tu peux commencer à faire ton site internet sans forcément passer par le service d'un graphiste. Après, si jamais tu as fait une école de commerce, il y a plein de choses sur lesquelles tu vas pas forcément avoir besoin d'aide. Genre faire ton business plan, mettre en place tes prix. Enfin, on a tous, je pense, et c'est ce qui nous relie, je trouve, dans ce milieu du bien-être, tous un background hyper riche et très différent de ce qu'on fait aujourd'hui. Peu de gens sont profs de yoga depuis 40 ans et sont encore profs de yoga aujourd'hui et galèrent pour remplir leurs cours. En général, c'est parce que les profs de yoga qui galèrent à remplir leurs cours, ça fait 3-4 ans qu'ils sont reconvertis, mais avant, ils ont eu une première vie. Et il faut se servir absolument de tout ce qu'on a appris avant et de toutes les forces qui nous ont été transmises dans nos vies d'avant pour nous permettre de gagner du budget sur des choses sur lesquelles on n'a pas forcément besoin d'aide. Par contre, il y en a d'autres sur lesquelles, oui, effectivement, il faut... Et puis de gagner de l'efficacité aussi, c'est clair. Ça fait beaucoup de conseils, tout ça. Merci Léa, t'es tellement généreuse. Ils vont kiffer nos auditeurs. Écoute, je suis très contente. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des choses qui, toi, t'aident au niveau de tes inspirations? Est-ce que tu pourrais recommander ça peut être des podcasts, des ouvrages? Écoute, ça va dépendre un petit peu de ce qu'on recherche. Moi, j'écoute énormément de podcasts. Et alors là, je me suis un peu calmée ces derniers temps. J'écoute beaucoup plus de podcasts sur la maternité. Ah Mais à un moment donné, j'écoutais beaucoup de podcasts sur l'entrepreneuriat. Et j'allais beaucoup à des conférences dans des salons, sur des rencontres entrepreneurs, etc. pour me nourrir de l'expérience des autres. Et je pense que ça, surtout quand tu es solo founder, je sais pas, ou côté auto-entrepreneur, je pense, et même les profs de yoga devraient aller à ce genre de rencontres et devraient aller écouter le mec qui a monté sa boîte de tech dans le Nevada et qui est en train de se faire racheter par machin. Parce qu'en fait, même dans ces histoires qui sont hyper éloignées des autres, de la nôtre, pardon, on a la possibilité d'aller chercher des informations qui peuvent nous permettre de faire grandir notre activité. Je pense que écouter les autres parler de leur expérience, de leur parcours, c'est ce qu'il y a de plus enrichissant.
Et en plus de ça, ça fait vraiment rencontrer les gens. Alors, en podcast, c'est un petit peu compliqué, mais en tout cas, aller à la rencontre de ces personnes qui sont inspirantes et qui peuvent t'apprendre des choses, franchement, c'est génial parce que du coup, ça te permet, au-delà de t'inspirer de leur propre expérience, ça te permet de faire du réseau, ça te permet de rentrer en contact avec des gens que peut-être tu vas ressolliciter dans 5 ou 6 ans. Et puis surtout, ça enrichit, ça te permet de pas être tout seul, quoi. Moi, je pense que je souffrais énormément de la solitude quand je me suis lancée parce que, comme je te dis, j'étais en pige, le cheveu gras, à mon ordinateur, toute seule. Avec... ça me parle tellement, mon Dieu. Tu vois, j'avais ma coloc qui rentrait qui me disait « Ah ben, mais ça va Léa, t'as mangé quand même, tu vois ?» Et en fait, non, j'ai pas seule. mangé, Non, j'ai fait que travailler. Il faut se battre contre le sentiment de solitude qui est inhérent avec le fait de monter son business tout seul. Il faut vraiment tout faire pour le combattre parce qu'il peut vraiment t'entraîner dans un tourbillon de parano, c'est difficile de prendre du recul sur soi-même et sur ses réussites quand on est tout seul dans sa petite bulle. Et je pense que même si c'est des déj, même si c'est des cafés, même si on a l'impression que du coup, on n'a pas fait tout ce qu'on devait faire cette journée-là, en fait, je pense qu'il faut vraiment s'octroyer ce temps de connexion avec les autres. C'est clair. C'est un beau mot de la fin, ça. Un grand, grand merci, Léa, pour ta générosité et puis ton témoignage aussi, parce que tu t'es pas mal livrée sur toi et puis sur comment tu fais dans ta vie d'entrepreneur. Où est-ce qu'on peut te retrouver, te suivre, avoir tes infos ? Le site internet du Yogascope, c'est www.leyogascope.com. Le site de nos co-living, c'est www.leyogascope.coliving.com, je crois. Non, .coliving, c'est ça. Oh, bon, bref, les deux sont liés. Et moi, à titre perso, sur LinkedIn, mon nom, c'est Koutaï, Coutye, et mon prénom, c'est Léa. Voilà. Merci Léa Koutaï. À bientôt. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il saura t'aider et t'éclairer. N'hésite pas à le diffuser à un maximum de personnes. Et n'oublie pas de t'abonner sur mon compte Instagram, léa.misspoulet. À bientôt!